Time to travel back to an era where flying saucers, strange creatures, and exclamation points were invading the world. Or at least our movie screens. Welcome to WatchMojo.com, and today we're counting down our picks for the top 10 science fiction movies of the 1950s. For this list, we're taking a look at the most iconic films from the 50s that shaped science fiction into the beloved genre it is today. Without them, popular culture, not to mention culture in general, would be missing a beacon of imagination and inspiration. No. This is part of a series of videos spanning the decades of sci-fi flicks from the 1950s to the 2000s. If there are no objections, please start the drawing. Number 10. Them. If you watch Them without knowing anything about the plot beforehand, you'll probably be taken aback to learn the them in question are giant ants. These two empty egg cases contain queen ants. Even if insects weren't what you were expecting, though, the monstrous insects are still pretty awesome technical achievements constructed through the finest practical effects the 50s had to offer. Them works wonderfully as a big bug movie, notably being the first of its kind. He said he'd never seen anything like it. Needless to say, this black and white horror film isn't for anybody who suffers from entomophobia. Is this it, Doctor? They're new princesses, new queens. Yes, this is the egg chamber, the same as we found in New Mexico. Number 9. The Blob. Combining elements of sci-fi and horror, The Blob produces the kind of popcorn charm only 1950s cinema could deliver. Come back! Come back! The film takes place in the classic small-town setting in which a meteorite lands. From within arises a gelatinous monster that grows larger with each human it consumes. What is it he's got on his hand? Well, I don't know, Doc. It was kind of like a big blister on his finger. The town's only hope is a 28-year-old Steve McQueen, playing a character almost half his age. I told you, I got to leave now. The Blob provides exactly what one would want from an old-fashioned monster movie. While also supplying a giant wad of jelly with an intimidating presence. Hey, Marvin! Number 8. The Thing from Another World. Watch it, everybody. That thing's out of the greenhouse. Be sure and stay together. This Christian Nyby film follows an Air Force crew stationed in the Arctic that finds what they believe to be a fallen plane. It's an airplane, all right. Instead, they uncover a flying saucer frozen in the ice where a malevolent creature awaits. I'm not your enemy. I'm a scientist. I'm a scientist who's trying. Hiding this wild alien in the shadows for much of the running time, The Thing from Another World is almost a psychological thriller in its pacing and tense plotting. Moving pretty fast, wasn't it? Just as much as it's a science fiction horror flick. Snowy backdrops only add to the isolated tone, amounting to one of the 50s eeriest films, which still has us watching the skies. A few minutes from now, we may have the key to the stars. 1,000,000 years of history are waiting for us in that ice. Let me know when. I want to get a picture. Number 7. Godzilla. 仮にこれを大戸島の伝説に従ってゴジラと呼称します。 Retitled Godzilla, King of the Monsters for the 1956 Americanized version, the original Japanese Godzilla pioneered the kaiju genre. Many people these days view Godzilla as nothing more than a big, silly monster. But what's striking about the first Godzilla is how seriously it takes itself, drawing inspiration from the atomic bombings on Hiroshima and Nagasaki. もしも兵器として使用されたならば、それこそ水爆と同じように。 It goes to show that while Godzilla might seem like a simplistic character, there's more to him than senseless violence. 度重なる水爆実験によって彼らの生活環境を
That being said, the action here is still kick-ass, cementing the prehistoric monster as the ultimate beast. Number 6. Forbidden Planet. Something funny down there, Skipper. Where many sci-fi movies of the 50s focused on aliens coming to Earth, Forbidden Planet had the audacity to take mankind to a foreign world beyond our wildest dreams. Commander, if you set down on this planet, I warn you that I cannot be answerable for the safety of your ship or your crew. The film travels to Altair 4, which is a bit like a planetary Garden of Eden, full of beauty and lurking with temptation. Morning. Through this journey into the unknown, our heroes discover a wondrous lost civilization, ancient technology, and, let us not forget, Robbie the robot. That is correct, sir. For your convenience, I am monitored to respond to the name Robbie. It's an adventure that would impact every interstellar exploration tale for generations to come. Number 5. Journey to the Center of the Earth. Wonderful to look at with a terrific sense of adventure, what really distinguishes Journey to the Center of the Earth is its delightful humor. It's unthinkable, but it must be true. A man took some tools and went where no human being had ever set foot. Alone. Went into the interior of the Earth. The film follows a band of witty heroes brought to life by several charismatic actors and one duck. And Gertrude the duck. Providing a welcome alternative to the blank slate protagonists most moviegoers were used to at the time. Although the film isn't afraid to be suspenseful and dark at times too, Journey to the Center of the Earth mainly concerns itself with being flat-out fun. Stop. Fair warning. You'll never find your companions or your way out. You need me as much as I need you. Stop and come back. Number 4. 20,000 Leagues Under the Sea. Fish that got away is always the biggest one. Walt Disney was undeniably one of the most influential visionaries who ever lived. The whale of a tale or two about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. Taking stories everyone deemed unfilmable and making them reality. Why didn't you say so? This is what I've been waiting for. So it was only natural that he would eventually tackle the science fiction genre. I knew there'd be a catch to this. Disney couldn't have selected a more fitting sci-fi project for his studio than 20,000 Leagues Under the Sea. Thank you, baby. Along with director Richard Fleischer, Disney adapted the classic novel by Jules Verne into a sophisticated steampunk adventure with inventive sets, splendid visuals, and the most memorable giant squid ever put to film. Number 3. Invasion of the Body Snatchers. When they're finished, what happens to our bodies? This is definitely one of the most unique alien invasion movies of the 50s. Plants from another world taking over human beings. Mad as a March hare. The audience virtually never sees the aliens or their technology, excluding the pods from which they emerge. The whole town's been taken over by the pods. This just adds another level of suspense to the narrative, though, reminding us just how effective the unseen can be. But if you'd seen it, you'd understand why we waited. Throughout this science fiction horror flick, the filmmakers also provide an open-ended allegory that hints at the dangers of conformity and communism. Listen to me, we're in danger! Danger! Go on, get out of here! You're in danger! As far as low-budget B-movies go, Invasion of the Body Snatchers is grade A movie magic. Our wives, our children, everyone! They're here already! You're next! Number 2. The War of the Worlds. Super science, menacing all mankind and every creature on Earth, comes the War of the Worlds. 15 years after Orson Welles' all-too-convincing radio broadcast, H.G. Wells' The War of the Worlds was adapted to the screen through the skillful direction of Byron Haskin. Get into cover! The Martians in this version are among the most distinctive of the time. Do you think they come from Mars? Oozing with a colorful flair. The film not only looks great, but sounds fantastic too, summing up the majesty of 50s sci-fi with a single laser zap. This is arguably the definitive picture about aliens attacking man,
further popularizing the formula and archetypes we've all come to know and rip off. Before we take off to our top pick, here are a few honorable mentions. She'll tear up the whole town till she finds Harry. Yeah, then she'll tear up Harry. I know it's worked! Stop him, Turner. He's close enough. Turn off your electrode gun. No! No! Stop him, Turner! I can't get it, it's jammed! Stop him, you fool! Number 1. The Day the Earth Stood Still. Gort Baringa. Most Space Invader movies from this period put an emphasis on the destructive nature of aliens. In this Robert Wise classic, however, aliens aren't humanity's inevitable doom, but a voice of reason. We have come to visit you in peace and with goodwill. The black and white movie makes intelligent commentary on mankind's greatest flaws that have led to war and prejudice. I am fearful when I see people substituting fear for reason. In doing so, The Day the Earth Stood Still proved that science fiction could be more than just a campy good time at the movies. Everybody agrees there is grave danger. The question remains, what can we do to protect ourselves? The genre could also be used as a vessel to tell meaningful stories about society. Your choice is simple. Join us and live in peace, or pursue your present course and face obliteration. Do you agree with our list? The decision rests with you. What's your favorite sci-fi movie from the 1950s? For more entertaining top 10s published every day, be sure to subscribe to WatchMojo.com. It'll be done. Report to me when this has been accomplished. Thank you all for your tremendous effort in carrying out this essential mission. Your findings will help combat the counter-democratic forces that are at work in the world today. And the technology you have returned with and the insight into the EBs is crucial to our ongoing effort. The fight to protect freedom and democracy has never been more important as it is today. Communism is expanding with nuclear threats from more and more nations. We are being visited by several groups of EBs. Some are confirmed hostile towards us, others are confirmed benevolent. Project Serpo significantly improves our ability to understand the motivations of all the EBs more clearly. As you know, all of you did not return home. You endured extreme heat, time distortions, continual light, and a lack of proper nourishment. You served your country and peaceful democratic civilization with courage and honor. You will continue to do so. To complete the second phase of your mission, you'll be reassigned for debriefing. 102, 203, 225, and 308 to SR3, 700 and 754 to Walter Reed, 420 to Montauk. The ongoing existence of a peaceful democratic civilization depends on your ability to successfully transfer the insights that you have gained. We will all remain committed to this important work and the secrecy that it requires.
presence of possible alien artifacts on Mars is one of the most provocative enigmas ever confronted by science. NASA has also announced a new Mars orbiter to be launched in the year 2005. Mound geometry hypothesis posits that 16 mounds comprise the large redundant grid, with specific emphasis on 19.5 degrees, a tetrahedral constant. Continuing discoveries such as the presence of surprisingly abundant liquid water and a plethora of enigmatic surface features bolster the possibility of a former civilization on the Red Planet. Understanding of Mars' surface will certainly change and evolve. Already, the widespread signature of hydrogen reveals a world much wetter than previously believed by the mainstream space science community. It appears as if Mars is an unexpectedly hospitable world capable of harboring indigenous life. Lots clear. 7, go ahead. I'll tell you at 10 o'clock high. This is Houston. Say again, 7. So we have a curfew at 10 o'clock high. An object which is at the same place all the time but appears to be tumbling. Well, we've had it ever since yesterday. It just seems to be tagging along with us. October 21st, 1995. We have an unidentified flying object. And nothing after. And dial it up. Interactive station.
Okay, go live. The Department of Justice will prevent aliens who meet any of the following criteria. Aliens who are representatives, members, or supporters of terrorist organizations. Aliens who are suspected of engaging in terrorist activity. Or aliens who provide material support to terrorist activity. This law applies to aliens, to those who are not U.S. citizens. If you develop that characteristic after you get here, as an alien, you will be asked to leave. Yes. We interrupt this broadcast. We interrupt this broadcast. We interrupt this broadcast to bring you a special bulletin. Just in, alien monsters from a distant galaxy have landed on Earth and are hiding in real barcodes on real products everywhere. Another UFO. Stories about UFOs and aliens swooping down from outer space have long captured our imagination. UFO, television, telepathic aliens. UFO, television, telepathic aliens. UFO, top secret plan to infiltrate and discredit UFO. 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 Votre prénom est-il Travis? Yes. Oui. Le 5 novembre 1975, avez-vous vu dans les bois de Turkey Springs un objet volumineux et brillant suspendu en l'air? Oui. Quand vous vous êtes retrouvé tout près de cet objet semblable à un ovni, avez-vous subi un choc attribuable à une force exercée par lui? Oui. Après avoir repris connaissance dans une petite pièce humide, avez-vous vu de mystérieuses créatures aux grands yeux sombres se déplacer dans cette pièce? Oui. Avez-vous, avec l'aide de votre frère Dwayne ou d'une autre personne, monté un canular pour faire croire que vous aviez été enlevé et transporté dans un ovni? Non. Il est 17h49 dans le nord-est de l'Arizona, au cœur de la forêt des Montagnes Blanches. Travis Walton, 22 ans, retourne à Snowflake en compagnie de 6 autres bûcherons après une journée de travail en forêt. C'est Mike Rogers, le chef d'équipe, qui est au volant. Au sortir d'une courbe, ils se retrouvent dans une clairière et soudain, ils sont éblouis par une lumière venue du ciel. C'était une lumière claire, très vive, et qui se trouvait à 20 ou 30 mètres du camion. Je l'ai vérifié plus tard en allant marcher à cet endroit. Depuis l'après-midi fatidique, Travis Walton s'est promené une centaine de fois dans cette clairière. Mais aucune réponse à ces questions n'a été trouvée. J'ai longtemps fait des cauchemars pénibles. Mais il fallait continuer à vivre et j'ai repris le dessus. Cette étrange histoire est le sujet du film intitulé OVNI, l'ultime rencontre. Elle doit son originalité au fait que 6 camarades de travail de Travis Walton ont assisté à son enlèvement par des êtres inconnus. Cette rencontre n'a jamais trouvé son pareil nulle part ailleurs à travers le monde. Mike Rogers se souvient. L'éclat d'une lumière aveuglante illuminait toute la forêt juste devant nous. J'ai été ébloui et pendant quelques secondes, je ne voyais plus rien. Quand je me suis retourné pour jeter un coup d'œil à l'endroit où se tenait Travis, il était projeté dans les airs. Comme si une grenade avait explosé juste devant lui. Ils ont présenté la même version des faits et ils ont juré qu'elle était véridique.
À une exception près, ils acceptent de se prêter au test du détecteur de mensonges. Les résultats leur seront favorables. 19 ans plus tard, le même opérateur les expose à des tests encore plus élaborés et ils obtiennent tous, Travis Walton comme les autres, un résultat positif. Monsieur Walton dit la vérité quand il affirme que ce n'est pas un canular, qu'il se retrouvait à l'intérieur de ce qu'il croit être un ovni et qu'il a été ensuite abandonné sur la route de Heber. Sur la base des questions que je lui ai posées, son histoire est véridique. La population de Snowflake ne s'explique pas ce qui s'est passé ce soir-là. Écoutons le témoignage du shérif de l'époque, Marlon Gillespie. Je crois que ces 6 personnes ont vu quelque chose qui était à leurs yeux un objet volant non identifié. Quand une lumière bleue apparaît au-dessus de leur camion, Travis est brutalement éjecté de la place qu'il occupait à côté du chauffeur. C'est comme si une sorte de décharge électrique m'avait transpercé le corps. J'ai été d'abord engourdi avant de perdre connaissance. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Tout le monde me criait de détaler au plus vite et je suis parti. Ils ont pensé que j'avais été tué, ils ont été pris de panique. Pendant que le camion s'éloigne à toute vitesse, Travis se retrouve au centre d'une série d'événements inexplicables. Je ne sais pas comment je suis monté dans cet engin, mais c'est bien là que j'ai repris connaissance. J'avais très mal, je souffrais énormément. J'étais allongé sur le dos, sur une table avec de la lumière au-dessus de moi. Au début, tout était flou. Puis j'ai vu ces créatures à mon chevet et j'ai su que je n'étais pas dans un hôpital. Et là, j'ai perdu la tête et je suis devenu hystérique. Quand Mike Rogers et son équipe sont de retour à la clairière, Travis a disparu. Peu importe qui ils étaient et d'où ils venaient, ils s'étaient emparés de lui et j'en étais profondément touché. J'étais démoli. Pendant 5 jours et 6 heures, personne n'aura de nouvelles de Travis Walton. À leur retour, à Snowflake, ses camarades racontent leur histoire. Les résidents de la ville commencent par en rire, mais la suspicion succède très vite à la dérision. Nous avons commencé par les observer attentivement pour savoir s'ils avaient consommé de l'alcool ou s'ils avaient pris des stupéfiants. Des équipes de chercheurs passent les montagnes blanches au peigne fin. Mais le temps passe et on commence à soupçonner Mike Rogers et ses hommes d'avoir assassiné Travis Walton, d'avoir dissimulé son cadavre et d'avoir inventé cette histoire d'ovni. C'est donc avec une certaine appréhension que les compagnons de Travis Walton subissent le test du détecteur de mensonges. If you're lying, my machine will show. If you're clean, it'll show that too. How do we know you ain't been bought off? Make us look bad. En raison de la suspicion ambiante, l'un des bûcherons, Alan Dallas, refuse de subir le test du polygraphe. Mais les résultats obtenus par Cy Gilson réduisent à néant la théorie du shérif. Aucun d'eux n'avait tué Walton. Aucun d'eux n'était impliqué dans sa disparition, n'avait tenté de le blesser ou de l'enterrer dans les bois en déclarant avoir vu ce qu'ils présumaient être un ovni. Ils ont tous les 5 dit la vérité. Finalement, 5 jours et 6 heures après sa disparition, Travis Walton se réveille tout près de la ville de Heber, au bord de la route. Une lumière brillante se réfléchissait sur la route. Et quand j'ai levé les yeux pour voir d'où elle venait, j'ai vu cet objet suspendu en l'air. Et juste comme je le regardais, il a disparu de mon champ de vision. Très vite et en silence. Et plus étrange encore, il raconte qu'il a été transporté à bord de ce vaisseau extraterrestre. C'était une toute petite pièce discrètement éclairée, où il était très difficile de respirer. Comme si l'air ambiant était trop chaud ou trop humide. Il m'était très difficile de prendre mes respirations. Les créatures qui l'ont examiné ont prélevé sur son corps des échantillons de tissu. Quelques-unes de ces créatures avaient une apparence humaine. En tout, j'ai vu 4 de ces créatures,
et 3 d'entre elles m'ont fait perdre connaissance. Quand j'en ai vu une qui ressemblait à un être humain, j'ai pensé que j'étais sauvé et qu'on était venu à mon secours. Aujourd'hui, les 7 hommes de cette histoire se fréquentent assez peu et depuis des années, ils ne parlent plus de cette affaire. Mais quand Hollywood a décidé d'en faire un film, le monde entier s'est de nouveau posé les mêmes questions, sans pouvoir y répondre. How does it think? What makes it move? Why does it breathe? Questions anyone would ask about a man if they'd never seen one before. So for 5 days, a man was borrowed. The story that Travis Walton and 5 other witnesses told was so unbelievable, so unimaginable, that it has become the most famous case of UFO abduction ever reported.
Mais je vais en parler un peu. Il y a 4 niveaux de ce qu'on appelle extraterrestre. Il y a le niveau physique, il y a le niveau fictif, il y a le niveau d'énergie pure, et il y a le niveau qui n'est pas connu sur la planète Terre encore. C'est un niveau qui est intergalactique. C'est un niveau qui est équivalent à la relation qui peut exister entre la lumière et l'atome. Et ce niveau-là n'a pas de forme. Et c'est à ce niveau-là que se situe ce que les gens appellent les archanges. Alors, sur le plan physique, naturellement, ils peuvent passer d'une dimension à une autre. Alors, il y a matérialisation. Sur le plan fictif, c'est au niveau des idées. Parce que l'idée, ce qu'on appelle, nous, l'idée, la pensée, c'est réel, c'est concret. Et ça se matérialise. Et en général, heureusement, que la pensée demeure sur le plan interne humain, mais lorsqu'elle est matérialisée dans l'espace-temps, à ce moment-là, elle devient une forme qui peut être identifiée et qui peut servir même à véhiculer sur le plan physique des forces aussi puissantes qu'un objet matériel. Parce que la seule différence entre une pensée dans son essence et une pensée matérialisée, c'est la densité de la forme. Alors, ils peuvent, d'ailleurs en général, ils se servent de cette formulation pour se faire connaître. Parce que pour eux, venir sur le plan physique dans un véhicule physicalisé, matérialisé, c'est parce qu'ils ont un programme particulier. Soit qu'ils aient à rencontrer une personne, ou qu'ils aient à faire des expériences, aller, je sais pas moi, chercher dans les champs ou dans l'environnement physique humain des pièces pour étudier. Mais s'ils veulent se manifester sans subir la responsabilité de leur projection dans la matière, à ce moment-là, ils se servent de la pensée. Pour comprendre la réalité aliénigène, je vous invite maintenant à vivre une expérience. L'intervention actuelle dans les années 80 des extraterrestres. Les extraterrestres, l'intervention des extraterrestres jusqu'à la fin du cycle sera une intervention très, très contrôlée, très sujette à un déploiement à petite échelle. Lorsque les extraterrestres viendront sur la planète Terre, ils viendront à une échelle mondiale. Et lorsque le contact se fera à l'échelle mondiale, ce sera la fin de la civilisation de l'homme. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à voir et à réaliser qu'il y a, au-delà de la planète Terre, des êtres en évolution qui valent la peine d'être vécus, connus, avec lesquels il faut communiquer et avec lesquels il faut travailler. Mais l'homme sera préparé dans ce choc mondial, dans ce choc culturel à l'échelle mondiale. L'homme, pour la première fois, à l'échelle mondiale, regardera en haut, au lieu de regarder dans la rue. Et ce sera un choc mondial. Vous savez, dans certaines approches pseudo-ésotériques, on laisse entendre qu'il y a eu des occasions où les extraterrestres auraient pu frapper toute l'humanité par une émission de télévision d'Armstrong sur la Lune, où tous les gens auraient pu tuner sur la même émission transmise à travers le monde entier, derrière le rideau de fer, comme en Afrique, comme en Inde. Voir là la réalité extraterrestre, ça a été caché. Mais alors, est-ce que finalement, il ne faudra pas attendre très longtemps pour que l'humanité soit dans les conditions que vous le demandez? Les extraterrestres n'ont pas le droit d'interférer dans l'évolution d'une race. Ils peuvent entrer en contact ici et là, mais ils ne peuvent pas bouleverser toute une civilisation. Ils n'ont pas le droit. Ça fait partie des lois de leur monde. Mais si l'homme en arrive à un point où il peut se détruire, à ce moment-là, ils auront le feu vert et ils entreront en contact avec l'humanité et ils passeront des plans invisibles au plan matériel, se matérialiseront, seront visibles à l'homme, et c'est à ce moment-là que se fera le choc culturel, et c'est à ce moment-là
que la civilisation humaine sera totalement anéantie. Elle sera anéantie sur le plan psychologique, la science sera totalement détruite et il y aura la reconstruction d'une nouvelle civilisation et d'un nouvel ère, mais sur des bases et à l'intérieur de conditions psychiques, vibratoires et psychologiques que nous ne pouvons même pas aujourd'hui nous imaginer. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir de notre imagination créative. Nous ne pouvons pas voir dans l'invisible. Nous ne pouvons pas sortir de notre corps. Nous n'avons pas le pouvoir de nous servir de notre corps éthérique. Alors, nous sommes totalement incapables de même projeter d'une façon réelle ce que l'homme pourra, après ce contact, après ce choc mondial, ce choc culturel, faire au niveau de son évolution. Vous nous avez dit dans l'entrevue que par le corps éthérique, on joue dans le temps. Les extraterrestres ont un corps éthérique très développé qu'ils contrôlent, jouent dans le temps. Savent-ils que c'est finalement inévitablement ce qui doit se produire? C'est-à-dire cet affrontement entre les deux grandes civilisations? Là? Les extraterrestres savent exactement ce qui se passe sur la planète et tous les événements de la planète s'enregistrent. Les extraterrestres se maintiennent dans l'invisibilité de l'éther et ils enregistrent tout ce qu'ils ont de besoin. Vous savez que sur la planète Terre, l'homme a des cerveaux électroniques. Les extraterrestres ont aussi des cerveaux, mais ce ne sont pas des cerveaux électroniques. Ils ne fonctionnent pas, leur science ne fonctionne pas sur le même principe. La science extraterrestre, elle est fondée sur le principe de l'organisation intelligente de la lumière, sur le plan de l'éthérique. Alors, si un extraterrestre ou une civilisation quelconque veut savoir ce qui se passe aux États-Unis dans le domaine de l'armement, si elle veut savoir ce qui se passe en Russie dans le domaine de l'armement, il se situe dans l'éthérique. Et tous les événements qui se passent dans la matière sont enregistrés par le biais de l'éthérique et entrent dans leur cerveau. L'éther est la mémoire. L'éther est un plan d'énergie qui absorbe tous les événements matériels. Et c'est à partir de l'éther que prennent cette information et que cette information est canalisée dans leur cerveau. Les extraterrestres n'ont pas de machine IBM. Parce que la machine IBM, sur le plan de la science cosmique, c'est une machine qui est très intéressante sur le plan de l'homme. Mais sur le plan cosmique, cette machine-là est trop limitée parce qu'elle doit être programmée. Et un cerveau électronique ne doit pas être programmé. Il doit se programmer seul. Mais pour qu'il se programme seul, il faut que l'information lui vienne d'une façon totalement intouchée par l'émotion de l'homme. Et ceci est fait par l'enregistrement constant de l'événement matériel dans la conscience éthérique. Par le biais de la lumière. Par le biais de la lumière. Parole d'un contacté. Changing shape. Shit.
changing shape in front of me. Oh no. Oh me. It's looking for me. There it is. Oh shit. Moving now, moving. Moving towards me. « 2004. La sonde Cassini s'approche de Saturne et de ses 56 lunes. Fait incroyable, elle y détecte des conditions susceptibles d'abriter la vie. Si de telles conditions existent si proches de nous, que pourrait-on découvrir dans une autre galaxie, sur une planète identique à la Terre ? Depuis des millénaires, l'homme scrute les cieux en se demandant s'il est seul dans l'univers. Aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi près de pouvoir répondre à cette question. Certains scientifiques sont même convaincus que nous pourrions voir nos premiers cousins extraterrestres dans un avenir très proche. J'espère que ce sera dans les 10 ans à venir, mais de préférence la semaine prochaine. Le plus tôt sera le mieux. En prime, on pourrait s'apercevoir que ces extraterrestres n'habitent pas de lointaines planètes dans des galaxies inconnues, mais juste à notre porte, au cœur de notre propre système solaire. Les chercheurs sont sur le point d'obtenir des preuves de leur existence dans des milieux particulièrement hostiles. Notre voyage dans l'espace va nous conduire en 7 endroits de notre système solaire, afin de découvrir où pourraient se trouver ces créatures et à quoi elles pourraient ressembler. Les planètes de notre système présentent un environnement extrêmement inhospitalier. La vie telle que nous la connaissons y périrait instantanément. Mais les formes de vie extraterrestres pourraient bien être beaucoup plus résistantes que nous ne l'imaginons, à l'image d'un groupe d'organismes vivants récemment découverts sur Terre. Il n'y a encore pas si longtemps, nous étions convaincus que notre planète était unique. Jusqu'à présent, c'est la seule, à notre connaissance, à avoir permis l'évolution de millions d'espèces, grâce au Soleil, à l'eau et à une atmosphère protectrice. Nous en avons conclu que la vie avait besoin de tous ces paramètres pour pouvoir exister. Une conclusion qui écarte d'emblée tous les autres astres de notre système solaire. Puis les biologistes se sont mis à fouiller les recoins les plus inaccessibles et les plus ingrats de notre planète. À leur grande surprise, ils y ont trouvé des organismes vivants et respirants. Ils les ont baptisés organismes extrémophiles. Certains peuvent vivre sans lumière ou sans oxygène. D'autres sont capables de supporter des pressions très élevées. En fait, il semblerait que la vie puisse apparaître quasiment partout. Prenons l'Antarctique. Après avoir étudié ces étendues désolées pendant des années, les chercheurs avaient perdu tout espoir d'y trouver la moindre trace de vie. Or, en 1999, des scientifiques ont extrait une roche située à 2 mètres sous la glace. Et lorsqu'ils l'ont cassée, ils ont découvert qu'elle grouillait de minuscules créatures. Par moins 56 degrés et à 2 mètres sous la glace, la vie a réussi à s'installer.
Les biologistes découvrent de plus en plus de formes de vie. Évidemment, il ne s'agit pas de kangourous, mais d'organismes primaires vivant dans des milieux très froids ou très chauds, ou soumis à des pressions ou à des taux de radiation énormes. La vie est parvenue à coloniser des endroits beaucoup plus diversifiés qu'on ne le pensait au sein même de notre planète. Si la vie est capable de s'imposer dans des conditions particulièrement difficiles sur Terre, pourquoi pas ailleurs dans le système solaire? Voilà qui ouvre de fabuleux horizons. À moins que notre planète ou notre système solaire n'ait quelque chose de miraculeux, la vie doit être extrêmement courante dans l'univers. À certains endroits, il doit sûrement y avoir des formes de vie intelligentes. À l'origine, nous étions tous des créatures extrémophiles. La Terre était alors une planète aussi inhospitalière que les autres. Durant le premier milliard d'années de son existence, elle a été impitoyablement bombardée par des débris cosmiques. Ces impacts ont transformé la surface du globe en fournaise bouillonnante, où rien ne pouvait survivre. Mais une fois que le système solaire s'est mis en place et que la Terre a commencé à se refroidir, l'eau est apparue, ce qui a constitué la première étape de la vie. En 1953, le biologiste Stanley Miller a démontré lors d'une expérience en laboratoire que la vie sur Terre était née de façon très simple. Il a mélangé de l'hydrogène, du méthane, de l'ammoniac et de l'eau, tous les composants de l'atmosphère terrestre primitive. Puis, il a soumis cette solution à des arcs électriques censés reproduire des éclairs. Les résultats obtenus ont ébranlé le monde entier. Le chercheur est ainsi parvenu à créer des acides aminés, les molécules organiques à la base de toute vie. Si des éclairs ont contribué à l'installation de la vie sur Terre, rien n'interdit de penser que la même chose ait pu se produire sur d'autres planètes. Qui plus est, les ingrédients utilisés par Miller ont été détectés par des sondes spatiales dans tout notre système solaire, y compris le plus indispensable à la vie. L'une des conditions requises pour toute forme de vie sur Terre, c'est de l'eau, sous forme liquide. C'est la présence d'eau qui a guidé notre quête de milieux habitables. Notre voyage va nous conduire sur 7 astres célestes, dont certains contiennent potentiellement de l'eau et donc des créatures extraterrestres. Si la vie y a débuté comme sur Terre, qui sait à quoi ces créatures pourraient ressembler aujourd'hui? Commençons par la planète la plus emblématique, située non loin de la nôtre, Mars. De tous les endroits susceptibles d'abriter de la vie, c'est celui qui a été le plus étudié. Le premier qui découvrira des Martiens, s'ils existent, c'est Steve Squyres, le responsable des observations pour la NASA. Mars a toujours exercé un attrait particulier sur les hommes. On sait depuis très longtemps que cette planète est sans doute celle qui ressemble le plus à la Terre. Elle possède en effet une atmosphère et des saisons. Mais l'homme y périrait rapidement car l'air y est rare. Seulement 1% de ce qu'il représente sur notre planète au niveau de la mer. Mars occupe également une position très défavorable dans le système solaire. Elle se trouve à proximité de la ceinture d'astéroïdes. Et comme son atmosphère est trop mince pour la protéger, elle est constamment bombardée de corps célestes. Les tempêtes et les vents violents qui balayent son sol sablonneux durant des semaines entières créent des tornades qui peuvent atteindre les 8 km de haut. La température de 0 degré à l'équateur en milieu de journée tombe à moins 70 degrés durant la nuit. David Greenspoon est responsable du département d'astrobiologie au Musée de la Nature et des Sciences de Denver. Pour lui, Mars est victime de sa petite taille.
Quand je prends un café en hiver, je sais qu'un petit expresso va refroidir plus rapidement qu'un grand café. Plus un objet est gros, plus il va rester chaud longtemps, car son cœur est davantage protégé du froid. Pour les planètes, c'est la même chose. Une petite planète refroidira plus tôt dans son histoire qu'une grosse planète comme la Terre, qui va rester chaude durant des milliards d'années. Et ça va favoriser la vie. En dépit de ses désavantages, Mars a toujours fasciné les scientifiques, car sa surface semblait porter des traces de vie. Ses paysages montagneux, ses volcans et ses profonds ravins ne sont pas sans évoquer ceux de la Terre. Pour les premiers astronomes, ces caractéristiques indiquaient la présence d'océans et de rivières, et même de systèmes de canaux censés avoir été construits par des êtres vivants. En voyant ça, Percival Lowell, un astronome américain, a pensé que des tracés aussi rectilignes et réguliers étaient forcément le produit d'une forme de vie intelligente. Il avait raison. Le problème, c'est que la vie était du mauvais côté du télescope. À travers la lunette, son œil et son cerveau ont extrapolé des choses qui n'étaient pas là. Lowell n'est pas le seul à avoir été le jouet de son imagination. Lorsque la sonde Viking 1 a envoyé ce cliché, de nombreux scientifiques se sont demandé s'il s'agissait d'un visage humain créé par les Martiens à leur propre image. En survolant la surface de la planète rouge, on s'aperçoit que son aspect est en réalité beaucoup plus commun. Ce ne sont donc pas les Martiens qui ont bâti ces structures monumentales. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Jusqu'à il y a peu, nous ne savions pas où chercher des extraterrestres dans notre système solaire. Pourtant, au cinéma, ils sont toujours parfaitement reconnaissables. En général, ils sont très proches de nous autres terriens. Hostiles ou adorables, nous les imaginons comme des versions mutantes de nous-mêmes. Ils ont 2 bras, 2 jambes, un nez, une bouche et aucun sens de l'humour dans les films. Seth Shostak est astronome au SETI, l'institut de recherche d'une intelligence extraterrestre situé en Californie. Son travail consiste à écouter les ondes radio que pourrait émettre une lointaine société extraterrestre. Il n'y a aucune raison qu'ils nous ressemblent, qu'ils pensent comme nous ou qu'ils aient un langage. Rien que sur Terre, la nature peut prendre des formes très variées. S'il y a de la vie sur Mars, comment pourrait-elle survivre dans des conditions pareilles? Depuis les années 60, les scientifiques ont envoyé des dizaines de sondes sur la planète rouge. Les premières images de ces paysages désolés ont rapidement anéanti tout espoir d'y trouver des êtres dotés d'intelligence. Pour autant, Mars n'a pas livré tous ses secrets. S'il n'y a aucune preuve de canaux creusés par des Martiens, en revanche, il y a des traces indiquant une ancienne présence d'eau. À un moment donné de son histoire, la planète rouge a donc peut-être été bleue. Si on remonte 3,5 milliards ou 4 milliards d'années en arrière, Mars avait une atmosphère plus épaisse, de l'eau en surface et peut-être même de la vie. Mais les conditions devenant plus rudes, la vie a dû s'adapter. Ainsi, la vie aurait pu réussir à s'adapter sans disparaître. Car il existe peut-être encore de l'eau, sous forme liquide, dans le sous-sol. On a découvert ce qui ressemble à des rigoles sur des flancs de cratères. Et il y a des signes qui prouvent que ces rigoles se sont formées très récemment, il y a quelques années. Avec son absence d'eau en surface, ses températures glaciales et son atmosphère très mince, Mars ne pourrait abriter qu'un seul type de créature, des extrémophiles. Aucun autre organisme ne parviendrait à se développer dans des conditions aussi difficiles. Pour savoir s'il en existe sur Mars,
nous mettons le cap sur Valles Marineris, un immense système de canyons, 20 fois plus vaste que le Grand Canyon en certains endroits et d'une profondeur presque équivalente à la taille de l'Everest. Autrefois, cette vallée était sans doute recouverte de lacs qui abritaient peut-être de la vie. L'eau s'étant évaporée, les organismes vivants auraient pu évoluer pour s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. On ne saura à quoi ressemblent ces créatures extrémophiles qu'une fois qu'on les aura trouvées. Mais elles pourraient être semblables à celles qui existent dans les endroits les plus inhospitaliers de notre planète. Voici des biologistes hors du commun. Il s'agit d'astrobiologistes qui traquent les espèces terrestres qu'on serait susceptible de retrouver dans l'espace. Rocco Mancinelli est l'un d'eux, et il recherche des organismes extrémophiles martiens. Si certains se sont enterrés, comme c'est vraisemblablement le cas, que s'est-il passé? Ils ont trouvé des poches d'eau salée. Et qui peut vivre dans de l'eau salée? Des organismes halophiles. L'astrobiologiste Chris McKay pense savoir quel type de créature halophile pourrait survivre sur Mars. Des créatures semblables à celles qu'il a découvertes dans l'un des endroits les plus secs et les plus salés du globe. Ce qui pose problème sur Mars, comme dans la vallée de la mort, c'est la sécheresse. C'est ce à quoi la vie a le plus de mal à s'adapter. Il y a des milliers d'années, un lac salé recouvrait la vallée de la mort, de la même façon que des lacs recouvraient les canyons de Mars. On approche. C'est encore un peu humide. On croirait que cette grande étendue blanche est stérile. Eh bien, en creusant, on a trouvé des couches d'algues et de bactéries. Elles vivent dans un environnement qui est très différent de celui qu'on trouve en surface. Voilà un endroit qui semble mort et pourtant, il suffit de gratter un peu pour y trouver de la vie. Cette couche d'algues vertes subsiste grâce à l'eau et à la lumière qui filtre à travers la croûte de sel. À son tour, cette algue nourrit les micro-organismes halophiles. Des structures désertiques de ce type, d'anciens lacs salés et asséchés, on va aussi en trouver sur Mars. Les déserts de sel ne sont pas les seuls endroits qui pourraient abriter des formes de vie martiennes. La planète compte également de gigantesques volcans, dont certains 5 à 6 fois plus grands que ceux qu'on trouve sur Terre. L'astrobiologiste Penny Boston est spécialiste des tunnels de lave. Il n'y a pas si longtemps, on pensait que ces grottes étaient totalement stériles car le soleil n'y pénètre jamais, empêchant toute photosynthèse. Mais dans ces tunnels de lave près d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, la scientifique a découvert de la vie. On sait qu'il y a énormément de tunnels de lave sur Mars. Donc ici, on a l'occasion d'étudier leur formation et les organismes qui y vivent. Les créatures extrémophiles qu'elle a découvertes se nourrissent de minéraux présents sur les parois de la grotte. Quand on s'approche, on voit des taches blanches à la surface du basalte noir. C'est comme des grandes villes pour ces organismes qui sont nichés dans les minuscules anfractuosités de la roche. Ces créatures sont totalement adaptées au froid. Elles ne voient jamais la lumière du jour et vivent de ce que ce milieu leur procure. Y aurait-il les mêmes formes de vie dans des grottes sous les volcans martiens? L'astrobiologiste en est persuadé. On va découvrir de la vie. J'espère simplement que je serai encore là pour voir ça. Nous avons peut-être déjà côtoyé des Martiens sans le savoir. Non pas en nous rendant sur leur planète, mais en les recevant sur la nôtre. Il y a 16 millions d'années, un astéroïde s'est écrasé sur Mars et a propulsé une roche de 2 kg dans l'espace. Cette roche s'est dirigée vers la Terre et a atterri en Antarctique.
2 scientifiques de la NASA, David McKay et Everett Gibson, ont eu la surprise de découvrir des fossiles à l'intérieur. L'eau a creusé de minuscules tunnels dans la roche. Et dans ces tunnels, les 2 chercheurs ont trouvé ce qu'ils pensent être des traces de vie bactérienne. Ce sont des microbes morts, fossilisés. À certains endroits, on ne voit plus leur forme, simplement l'empreinte qu'ils ont laissée. Des êtres vivants venus de Mars? Peut-être. Notre équipe est convaincue qu'il s'agit d'organismes vivants fossilisés. On ne l'a pas encore établi avec certitude, donc beaucoup de gens sont encore sceptiques, mais on continue à rassembler des preuves. Les résultats sont concluants. Notre but est de démontrer qu'il s'agit bien de fossiles d'êtres vivants. Et les recherches ne font que commencer. En mai 2008, la NASA a envoyé sur Mars une sonde baptisée Phoenix. Elle a recueilli des fragments de glace et transmis des milliers de clichés avant de cesser de fonctionner en novembre 2008. La NASA projette maintenant d'envoyer des scientifiques sur Mars. S'ils ne rencontrent pas les petits hommes verts de nos fantasmes, en revanche, ils pourraient bien rencontrer de la vie. Mais sous quelle forme? Sans doute des créatures souterraines capables de survivre avec très peu d'eau. Peut-être des organismes appréciant les minéraux, comme ceux des tunnels de lave du Nouveau-Mexique. Une découverte de ce type aurait une portée colossale. Cela prouverait que la vie n'existe pas que sur Terre, mais également sur une planète toute proche. S'il s'agit bien de microbes, même morts depuis des milliards d'années, ça nous apprendra quelque chose de très intéressant, à savoir que la vie s'est développée sur une autre planète. Cette information démontrerait que la vie n'est pas quelque chose d'extraordinaire, un miracle exclusivement terrien, mais qu'au contraire, elle peut exister partout. Mars n'est que la première étape de notre voyage. Notre quête va maintenant nous conduire sur des astres où les conditions sont d'une rigueur extrême et où la vie semble encore plus improbable. Nous mettons le cap sur la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Une fois celle-ci dépassée, nous arrivons à proximité de Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire, mais elle est particulièrement hostile à la vie en raison de ses gaz toxiques et de sa pesanteur très importante. Il fait très froid sur Jupiter et son atmosphère très épaisse, de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, est composée de méthane et d'ammoniac, qui entrent notamment dans la composition des détergents. Mais Jupiter a plus de 60 lunes. De prime abord, ces lunes semblent peu à même d'accueillir de la vie. Leur atmosphère est mince et leur température glaciale. Sur Callisto, il fait moins 250 degrés. Les sondes Voyageur et Galileo ont détecté peu de choses à la surface de ces lunes, à part de la glace. À une exception près. Io est l'une des lunes les plus proches de Jupiter. Lorsque la NASA a envoyé la sonde Voyageur 1 sur Io en 1979, les astronomes ont été ébahis de découvrir que sa surface était constellée de volcans géants. Io est l'astre qui connaît l'activité volcanique la plus intense de tout notre système solaire. Il crache constamment des matériaux. Qu'est-ce qui peut bien faire bouillonner l'intérieur de cette lune? Étrangement, c'est la force gravitationnelle de Jupiter. La planète géante exerce une force d'attraction phénoménale sur ses satellites. Plus ils sont proches, plus la force d'attraction est importante. Cette dernière provoque même des déformations de leur croûte.
Certaines de ces lunes ont des orbites elliptiques. À proximité de Jupiter, leur croûte s'étire. Lorsqu'elle s'éloigne, leur croûte reprend sa forme sphérique. C'est ce mouvement constant qui provoque d'importantes frictions internes et génère de la chaleur, à l'image de deux bâtons que l'on frotte pour provoquer des étincelles. L'attraction de Jupiter réchauffe ainsi Io de l'intérieur. Mais ses fumées volcaniques et son absence d'eau la rendent peu apte à abriter de la vie. Les autres grandes lunes de Jupiter sont plus éloignées, ce qui leur garantit une surface calme. Mais elles restent suffisamment proches pour être réchauffées de l'intérieur par l'attraction jovienne. 3 d'entre elles sont particulièrement intéressantes. D'abord, Callisto, la plus éloignée de Jupiter. Sa surface ressemble à la surface lunaire, avec ses innombrables cratères dus à des impacts d'astéroïdes. Ces impacts ont pu faire fondre temporairement la glace, permettant à la vie de s'installer. En 1998, la sonde Galileo a détecté un milieu encore plus prometteur sous la surface. Les roches radioactives et l'énorme pression qui règne en son centre génèrent de la chaleur. Cette dernière a pu faire fondre la glace de l'intérieur, créant ainsi un océan souterrain. Et qui dit océan souterrain, dit peut-être vie souterraine. Ensuite, en nous rapprochant de Jupiter, nous découvrons sa plus grande lune, Ganymède, dont la surface est elle aussi très accidentée. Son relief fait penser à celui d'un pneu. Ces points brillants sont des cratères pouvant mesurer jusqu'à 5 km de diamètre et probablement recouverts de glace. Ces photos nous donnent un bon aperçu de l'endroit où la vie pourrait se cacher. On y voit des glaciers en mouvement. Semblables à ceux que l'on trouve sur Terre. Ces glaciers qui avancent sont également le signe d'une chaleur interne. Comme Callisto, Ganymède pourrait posséder un océan enfoui sous 200 km de glace. Enfin, la troisième et la plus fascinante des lunes joviennes. Baptisée Europe, c'est la plus proche de Jupiter. Cette proximité laisse penser que son cœur est beaucoup plus chaud que celui de Callisto ou de Ganymède. Cependant, sa surface est totalement gelée. Mais entre les deux, il pourrait y avoir une zone tempérée propice à la vie. De gigantesques fissures balafrent sa surface, signe que son épaisse couche de glace est en perpétuel mouvement. Sur Terre, on voit des fissures identiques au niveau de la banquise qui recouvre l'océan Arctique. La couche de glace qui recouvre Europe pourrait ainsi dissimuler le plus vaste océan de tout le système solaire. Un océan 2 fois plus grand que la Terre. Notre planète ne serait donc pas la seule à posséder de l'eau sous forme liquide. Et cette eau pourrait être porteuse de vie. Si ces océans existent, et il y a de fortes chances pour que certains existent effectivement, ils sont là depuis plus de 4 milliards d'années. Depuis tout ce temps, il est très probable que de la vie ait réussi à se créer. L'océan d'Europe est sans doute aussi agréable et aussi propice à la vie que les nôtres. Peut-être même que certains de nos animaux marins pourraient y vivre. Mais l'eau doit y être très froide, voire pleine de glace fondue. Et la lumière n'y pénètre jamais car la banquise qui recouvre Europe mesure une quinzaine de kilomètres d'épaisseur. On n'aurait jamais imaginé que ce type d'endroit puisse abriter de la vie avant une fabuleuse découverte faite au large des côtes de l'Équateur. À des kilomètres de profondeur dans le Pacifique, des biologistes ont découvert des myriades de vers tubicoles, de crabes et même de calmars.
ces animaux prospèrent en dépit d'une obscurité totale, d'un froid intense et d'une pression colossale. Ils se nourrissent de bactéries qui vivent non pas de la lumière du soleil, mais de composés minéraux dissous s'échappant du sol. On pourrait trouver des sources hydrothermales similaires sur Europe. Afin de le vérifier, les scientifiques de la NASA aimeraient envoyer un robot sur place. D'autres voudraient envoyer un cryobo, un robot perforateur qui ferait fondre la glace et enverrait une sonde dans le liquide situé en dessous. Ce n'est pas difficile à faire. Il suffirait de faire fondre la glace sur une épaisseur d'une quinzaine de kilomètres et de faire descendre une ligne équipée d'une caméra et d'une lampe pour voir ce qu'il y a. On ne peut pas exclure la possibilité que des formes de vie évoluées s'y soient développées. Peut-être même aussi évoluées que celles qu'on trouve chez nous. Mais il est plus probable qu'on n'y découvrirait que des microbes. De quoi révolutionner cependant notre approche de la naissance et de l'évolution de la vie. Serait-elle également susceptible d'éclore dans des endroits totalement glacials ou au sein de lacs formés non pas d'eau mais de substances chimiques toxiques? Pour le savoir, il nous faut poursuivre notre voyage dans l'espace. Nous sommes maintenant à des milliards de kilomètres du Soleil. À des milliards de kilomètres de sa chaleur et de sa lumière. Nous dépassons Jupiter pour arriver à la deuxième plus grande planète du système solaire, Saturne. En arrivant à proximité de ces anneaux, nous apercevons les tourbillons de gaz qui saturent son atmosphère. Nous ressentons également son attraction, moindre que celle de Jupiter, mais néanmoins considérable. Nous continuons à avancer, car il n'y a aucune chance de trouver de la vie sur les anneaux de Saturne. Ils sont composés de roches et de glace qui vont de la taille d'un grain de sucre à celle d'une maison. Mais Saturne possède plusieurs lunes. Jusqu'à présent, nous en avons compté 56. Nous nous dirigeons vers l'une d'elles. Il s'agit d'un petit satellite de 500 km de diamètre baptisé Enceladus. Ici, la pesanteur est très faible par rapport à la Terre. Et l'atmosphère quasi inexistante. Enceladus réfléchit pratiquement toute la lumière qu'il reçoit, ce qui en fait le corps le plus brillant du système solaire. Les scientifiques pensaient jusqu'alors qu'il y faisait trop froid pour que la vie s'y développe. Mais ils se trompaient. En 2005, après 7 ans de voyage, la sonde Cassini s'est approchée de cette petite lune et il y a détecté quelque chose qui a stupéfié la principale observatrice de la mission, Caroline Porco. Voici l'image qui nous a arrêtés. On était sous le choc. Il s'agit de panaches de vapeur d'eau en provenance d'un geyser. Au contact du vide glacial de l'espace, la vapeur d'eau chaude se transforme en jet de glace. En l'absence de pesanteur pour les ralentir, les nuages de glace peuvent devenir aussi gros que l'astre lui-même. La scientifique n'a jamais rien vu de tel. C'est le rêve pour un astronome de découvrir un corps comme Enceladus. Ces jets, ces fontaines, crachent de la vapeur et de la neige gelée à des centaines de kilomètres au-dessus du pôle sud d'Enceladus. La conclusion s'impose d'elle-même. Enceladus bout de l'intérieur. Comme dans le cas de Jupiter, le formidable champ gravitationnel de Saturne déforme ses satellites, créant ainsi friction et chaleur en leur centre. À la lumière de nos connaissances actuelles,
on peut en déduire qu'il y a sans doute de l'eau sous la surface. Les modèles qu'on possède aujourd'hui pour expliquer ces projections indiquent que les températures sont suffisamment élevées pour créer de la vapeur d'eau. Chaleur, eau, même aux confins du système solaire, les principaux ingrédients de la vie semblent réunis. Mais quelle créature pourrait vivre dans un geyser? On peut en avoir une petite idée grâce aux sources chaudes qu'on trouve sur Terre. On pensait autrefois qu'il n'y avait aucun être vivant dans les fontaines du parc national de Yellowstone, jusqu'à ce que des biologistes n'y découvrent des microbes se nourrissant des minéraux dissous dans l'eau. On les désigne sous le nom de thermophiles. Les plus résistants, baptisés hyperthermophiles, sont capables de vivre dans de l'eau en ébullition. Pourrait-il y avoir des micro-organismes thermophiles sur Enceladus? Pour le savoir, reprenons notre voyage spatial. Les températures à proximité de la surface avoisinent les moins 200 degrés, trop froides pour espérer y trouver de la vie. Mais y en aurait-il dans les eaux chaudes situées en profondeur? Dans l'épanage de vapeur d'eau au-dessus d'Enceladus, la sonde Cassini a détecté du gaz carbonique et du méthane, des éléments susceptibles de nourrir la vie sous la surface, de la même façon que les minéraux des sources de Yellowstone nourrissent les microbes. Cet astre contient très probablement de l'eau à l'intérieur. Il a également montré qu'il possédait des composés organiques simples et d'autres éléments qui lui confèrent un intérêt astrobiologique indéniable au sein de notre système solaire. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là. Les astronomes ont également découvert des signes prometteurs sur Titan, une autre lune de Saturne. Mais c'est sans doute la moins à même d'abriter de la vie. Titan ne bénéficie que d'un faible ensoleillement, à peine l'équivalent du centième de ce que reçoit la Terre. On y a détecté de la glace, mais pas d'eau sous forme liquide. Et avec des températures de moins 200 degrés, cette glace est dure comme de la pierre. Dans ces conditions, qu'est-ce qui pourrait faire de cet astre un lieu propice à la vie extraterrestre? Par bien des aspects, Titan ressemble à la Terre, mais pas à celle que nous connaissons aujourd'hui. Titan s'est avéré être l'astre inespéré du système saturnien. On soupçonnait depuis longtemps que sa surface présentait un environnement intéressant. En fait, cet environnement est similaire à celui qu'on trouvait sur Terre avant l'apparition de la vie. Titan a tellement intrigué les membres de l'équipe de Caroline Porco que la sonde Cassini y a largué un module en 2005. C'est la mission de terrain la plus lointaine jamais effectuée. Mais le module n'a détecté que des crêtes et des plaines. Par la suite, un survol de la sonde Cassini a révélé la présence d'un littoral. Puis, ce sont des centaines de lacs qui sont apparus, dont un plus étendu que les grands lacs nord-américains. C'est la première fois qu'on découvre du liquide à la surface d'un corps céleste autre que la Terre. Ça ressemble au Minnesota, sauf que ces lacs ne sont pas composés d'eau, mais de gaz naturel liquide. Ceci n'est pas de la neige, mais des gouttes de méthane. Il y a également des vents qui peuvent être très violents, ainsi que des ouragans de méthane. Le méthane se comporte de la même façon que l'eau. Il tombe sous forme de pluie, il s'évapore, il coule en rivière. C'est la même chose sur Terre, sauf que sur Titan, c'est du méthane. Les paysages de Titan ressemblent à ça. Imaginez un ciel orange à cause des particules organiques. Imaginez que tout ce blanc, c'est de la glace très dure en raison du froid qui règne sur Titan, et que cette eau, c'est du méthane liquide. Des conditions similaires existaient sur notre planète il y a 4 milliards d'années. C'est pourquoi les scientifiques pensent que Titan pourrait abriter de la vie.
Les réactions chimiques se produisent même à très basse température. Ça prend beaucoup plus de temps, mais Titan a eu 4 milliards d'années pour arriver à créer quelque chose. Ce quelque chose a dû se créer sans eau sous forme liquide, ce qui ne s'est encore jamais vu. Mais les scientifiques n'excluent pas cette hypothèse pour autant. Le méthane, si abondant sur Titan, a pu se substituer à l'eau. Utilisé comme combustible sur Terre, il a longtemps été considéré comme mortel pour toute forme de vie. Jusqu'à ce qu'en 1997, des chercheurs n'examinent des dépôts d'hydrate de méthane dans les eaux du golfe du Mexique. Ils ont été stupéfaits d'y découvrir des colonies de vers de 2,5 cm de long, semblables à des mille-pattes. Ils pensent que ces vers se nourrissent de bactéries mangeuses de méthane. En général, les choses qu'on pense être mortelles sont potentiellement porteuses de vie. Souvent, l'évolution parvient à trouver des solutions pour utiliser cette énergie plutôt que d'être détruite par elle. Mais il reste un obstacle majeur à la vie à la surface de Titan. La faiblesse de son champ magnétique. Les êtres vivants seraient alors exposés aux radiations cosmiques. Mais ceci ne serait pas un problème pour des organismes extrémophiles, identiques à ceux que des biologistes ont découverts vivants autour du réacteur contaminé de Tchernobyl. Certains baignaient même dans des rejets radioactifs toxiques et se nourrissaient de molécules en décomposition. Il est possible que la vie sur Titan ait pu s'adapter de la même façon. Ces lacs de méthane abritent peut-être des bactéries amatrices de substances chimiques. Dans ces couches de glace, on pourrait également découvrir des microbes résistants aux radiations, similaires à ceux de Tchernobyl. Des organismes mangeurs de méthane pourraient dégager de la chaleur, ce qui ferait fondre la glace, créant ainsi des poches de vie. Quoi qu'il en soit, la vie sur Titan serait le résultat d'un curieux mélange. Il nous reste maintenant à faire un petit détour par la plus étrange des planètes susceptibles d'abriter de la vie. Et cette dernière est presque à notre porte. Notre voyage touche à sa fin. Après nous être rendus au cœur de déserts glacés, d'océans souterrains et de lacs de méthane, nous revenons en direction de la Terre pour faire une halte sur l'astre le plus extrême de tous, Vénus, la planète du système solaire la plus proche de nous. Si la vie parvenait à s'installer ici, elle pourrait exister quasiment partout. Pour atteindre la surface de Vénus, nous devons traverser une couche de nuages jaunes et denses de 65 km d'épaisseur, composée notamment d'acide sulfurique. Ici, la pression atmosphérique est 90 fois plus forte que sur Terre, trop forte pour que l'homme puisse la supporter. Au sol, on trouve des volcans et des flots de lave à perte de vue qui représentent 85% de la surface de la planète. Au vu de ces paysages, on a du mal à croire que Vénus ait pu autrefois abriter de vastes océans. Il y a eu un effet de serre galopant. Avec la chaleur, les océans ont commencé à s'évaporer. Ça a rejeté de la vapeur d'eau dans l'air, ce qui a encore amplifié l'effet de serre et créé un cercle vicieux. Les océans ont disparu et tout le CO2 s'est retrouvé dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une planète très chaude avec un énorme effet de serre. Avec des températures avoisinant les 460 degrés, Vénus est plus chaude que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Sa surface est on ne peut plus hostile à la vie. La vie telle qu'on la connaît ne pourrait pas survivre sur Vénus. Les molécules organiques seraient déchiquetées par les gaz brûlants. Mais ce n'est pas sa surface qui nous intéresse, c'est son atmosphère. En 1982, la sonde spatiale soviétique Venera 14 a survolé Vénus. Dans des nuages situés à 50 km d'altitude, elle a mesuré des températures beaucoup plus clémentes qu'au sol.
Elle y a également détecté des molécules d'eau. Jusqu'à présent, toute l'eau que nous avons découverte au-delà de la Terre était sous forme solide. Il n'y a que dans les nuages au-dessus de Vénus que nous l'avons trouvée sous forme de vapeur, où la vie pourrait se développer. Mais les nuages vénusiens sont aussi composés de gouttelettes d'acide sulfurique. Or, on pensait que rien ne pouvait vivre dans cette substance. Jusqu'à ce que des scientifiques n'analysent les eaux hyperacides s'échappant d'une mine californienne. Dans de l'acide sulfurique suffisamment corrosif pour attaquer des métaux, des vêtements ou de la chair humaine, ils ont découvert des organismes extrémophiles. Ces créatures acidophiles se nourrissent de composés sulfurés comme le sulfure de fer. Ils dévorent le fer et rejettent l'acide sulfurique. Des êtres extrémophiles de ce type flotteraient-ils au-dessus de Vénus? L'astrobiologiste David Grinspoon pense que c'est envisageable. Dans les nuages de Vénus, il y a peut-être des organismes acidophiles. Comme les sulfures absorbent les ultraviolets de façon intéressante, on peut imaginer une réaction photochimique où les ultraviolets seraient utilisés pour convertir les substances chimiques en énergie, laquelle serait ensuite consommée. À quoi pourraient bien ressembler ces organismes extraterrestres s'ils existent? Il faudrait qu'ils supportent une chaleur et une pression atmosphérique énormes. Ils devraient aussi s'accommoder de concentrations acides phénoménales. Ce pourrait être une version plus résistante des créatures extrémophiles découvertes dans cette mine de Californie. On n'arrête pas de découvrir de la vie dans des endroits qu'on pensait inhabités. Donc, quand on entend « c'est impossible qu'il y ait de la vie dans les nuages vénusiens », il faut être très méfiant parce que ça traduit simplement notre ignorance ou notre manque d'inventivité. Or, la nature est beaucoup plus inventive que nous et semble toujours trouver des solutions à ces problèmes. Fort de tout ce que nous avons découvert, nous revenons vers notre planète bleue, tempérée et luxuriante. Nous savons désormais que les environnements les plus extrêmes sont capables d'abriter des êtres vivants. Les organismes extrémophiles ressemblent sans doute aux premières formes de vie dans l'univers, et ils pourraient bien exister partout. Ces formes de vie très simples auraient-elles pu donner naissance à des êtres intelligents quelque part dans le cosmos? Depuis plus de 40 ans, les scientifiques de l'Institut SETI scrutent les cieux pour tenter de répondre à cette question. Et l'astronome Seth Shostak est persuadé qu'il saura identifier les manifestations d'une vie extraterrestre. On a plusieurs projets destinés à localiser d'éventuels signaux et le plus important, c'est un projet de recherche radio. Pour ça, on utilise de grandes antennes pointées en direction des systèmes stellaires proches qui seraient susceptibles de comporter des planètes semblables à la Terre. On espère recevoir un signal nous démontrant que quelqu'un là-bas a été assez intelligent pour construire un émetteur radio. Une façon de continuer à mener l'enquête sans quitter la Terre. Récemment, des astronomes ont réussi à capter suffisamment de lumière en provenance de lointaines planètes d'autres systèmes solaires pour en déduire leur composition chimique. Et ils ont alors découvert des composés entrant dans la formation de l'ARN, l'un des éléments clés de l'apparition de la vie sur Terre. À 20 années-lumière de nous, dans la constellation de la Balance, des astronomes européens ont identifié une planète qui serait suffisamment tempérée pour posséder de l'eau sous forme liquide en surface. Dans les années 70, 4 sondes ont été envoyées dans l'espace. Deux d'entre elles transportent notamment une carte de notre système solaire, ainsi que la représentation d'un homme et d'une femme. Les deux autres contiennent un échantillon d'uranium, dont la vitesse de désintégration permettra leur datation, ainsi que divers enregistrements dont une composition de Bach.
Mais nous n'aurons pas de réponse à ces messages spatiaux de sitôt, car ces cartes postales de la Terre mettront 80 000 ans avant d'atteindre l'étoile la plus proche. Notre quête de vie extraterrestre ne fait donc que commencer. Il y a des milliards de planètes à explorer, et chacune d'elles est potentiellement porteuse de vie, voire de formes de vie intelligentes. Il serait grotesque de penser que nous sommes les seuls dans l'univers. Ça ne tient pas la route. Le fait de savoir si nous sommes ou non les seuls êtres vivants est crucial pour l'humanité tout entière. C'est une question qu'on doit se poser. Quelque part dans une galaxie connue ou inconnue, quelque chose ou quelqu'un regarde peut-être en direction de la Voie lactée en se demandant « Est-ce qu'il y a de la vie là-bas »